Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'Agri, le podcast qui vous raconte la vie de nos agriculteurs. Aujourd'hui, vous allez écouter un des agriculteurs du CIVAM AD72. Je le laisse donc se présenter. Camille Denis, installée sur la commune de Vibray. Depuis le 1er décembre 2010, en GAEC avec mon mari. J'ai fait un bac techno, STAE ça s'appelait à l'époque, et puis après un BTS production animale. Et j'ai fait un CS de spécialisation en porc, parce que moi, à l'origine, ce qui me plaisait, c'était la production porcine. Pas le lait. Et puis après, j'ai fait du salariat du coup en production porcine pendant... pendant 2-3 ans. Okay, et du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être agricultrice ? Je me suis installée parce que j'avais besoin d'être dehors en fait. Et en production porcine, je pouvais plus supporter d'être tout le temps enfermée en bâtiment, de ne pas avoir le beau temps, de même pas avoir la pluie, ça me manquait aussi. Et du coup, quand il y a eu l'opportunité de pouvoir m'installer avec mon mari, ça m'a fait du bien de retrouver l'air libre en fait. Et avec la production laitière, elle me permettait ça en fait. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté la production porcine pour le lait. C'est un choix. Oui, c'est vrai que c'était pas une évidence parce que le lait, moi, ça m'a jamais attiré pendant mes études et pendant que j'étais jeune. Parce que moi, mes parents, ils faisaient de la viande bovine. Et là, le lait, non, ça n'a jamais été pour moi une source d'inspiration, on va dire. Et puis mon mari, par contre, c'était son truc. Et il s'est installé, lui, en 2007. Ça m'a permis d'avoir 3 ans pour voir ce que c'était et ça m'a bien plu, quoi. Le fait d'être dehors, c'était bien. Ça me manquait. Comment t'as découvert le CIVAM ? Le CIVAM, je l'ai découvert, ça devait être en 2015, si mes souvenirs sont bons. Donc moi, ça faisait 4 ans que j'étais installée, mon mari depuis 2007. Ça se passait pas très bien financièrement sur la ferme. Puis en plus, on n'était plus en phase avec notre façon de produire. Et puis il n'y avait rien qui répondait, ni techniquement, ni financièrement. On ne trouvait pas de solution. Les techniciens, personne n'arrivait à nous trouver de solution pour nous sortir de ce faux pas, quoi. On a eu un mail de Nicolas Aubert qui partageait un mail du CIVAM comme quoi il y avait une formation sur les systèmes herbagers qui se mettait en place. On a décidé d'y aller et de tenter. C'est moi qui ai fait la formation toute seule, donc c'était 3 jours je crois au début. Et tout de suite ça a bien pris, le groupe était super. On s'identifiait, il y a eu un bon échange, etc. Donc ça a bien matché et donc j'ai dit ok, moi ça m'a bien plu, je suis revenue, j'ai dit à mon mari oui ça m'a bien plu, c'est génial, mais par contre je le fais plus toute seule, quoi. Faut que toi aussi tu viennes voir pour que tu t'impliques et qu'on décide ou pas de sauter le pas de ce changement de système, quoi. Et donc lui ça lui a plu aussi tout de suite quand il a fait les premières journées. Et donc on est rentré là-dedans, tout doucement au début, on a mis des prairies en place, on a fait pâturer des dérobés qu'on était censé récolter en ensilage, on les a fait pâturer, et puis on est rentré dans l'engrenage du système herbager, et puis ça nous a plu, on a trouvé une vraie source d'inspiration là-dedans, on s'est retrouvés, on va dire. Et puis financièrement tout a suivi en fait. Donc on s'est remis sur les rails, donc voilà, on a toujours notre groupe, et aujourd'hui on vit là-dedans, dans ce système vraiment autonome, quoi. Maintenant, on est autonome et on est content. Tu continues à être impliqué au sein du CIVAM Donc oui, donc notre groupe, il existe toujours aujourd'hui, donc ça c'est bien, parce que depuis, oui, c'est ça, fin 2015, début 2016, on est en 2024, je trouve que déjà c'est bien, on a un groupe qui tient et on apprend toujours et on évolue toujours. Je suis incapable de me rappeler la date à laquelle je suis rentrée en tant qu'administratrice dans le conseil du CIVAM. Ça m'a permis de prendre des responsabilités pour faire vivre ce groupe qui, moi, j'estime, nous a beaucoup apporté. Donc c'était une façon aussi d'apporter, de continuer de faire vivre cette structure, d'apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, j'estime qu'il doit y avoir d'autres exploitations qui étaient dans notre cas, et si on peut aider à continuer, tout simplement, c'est ma façon de contribuer au CIVAM, quoi. T'as quoi comme rôle pour le CIVAM
On a des CA donc, tous les 2 mois, donc on se retrouve avec le conseil d'administration, on discute des projets en cours sur le CIVAM, et puis mon rôle c'est d'essayer de prendre des décisions avec les autres, puis d'essayer de prendre les bonnes, toujours pour essayer de faire vivre la structure et qu'elle puisse servir au plus grand nombre, quoi. Ça te prend beaucoup de temps Oui, ça prend, faut pas se mentir, ça prend du temps parce que c'est au Mans, sur une journée, faut être disponible. Évidemment, ça prend un peu de temps, mais après c'est un enrichissement personnel que moi je trouve vraiment super. On rencontre les salariés, ça c'est intéressant aussi parce que ça permet de voir d'autres personnes. Ça permet de voir comment le monde, on va dire, para-agricole fonctionne et tout l'administratif, même si nous, on est submergé d'administratif au sein de notre ferme, on se rend compte que pour faire vivre une association, c'est encore une autre charge. Donc voilà, c'est vraiment très enrichissant, quoi. Moi, ça me plaît. C'est bien aussi qu'il y ait des nouvelles personnes et qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent. Ça serait bien d'arriver à motiver encore du monde pour faire grossir le nombre de bénévoles au sein des associations, mais c'est toujours le nerf de la guerre, ça. Tu peux nous dire un petit peu l'historique de la ferme dans laquelle tu es ? Alors, donc l'historique, Étienne, mon mari, il s'est installé le 1er avril 2007 à la suite de son oncle et sa tante. Donc c'est une ferme familiale qu'il a reprise. Alors là, par contre, il va falloir m'excuser, je vais arrondir les superficies et les litrages. Mais sur en gros 250 000 litres de lait avec 45 hectares. Et puis tout était un peu à bout de course au niveau des moyens de production. Donc il a fallu investir à son installation, il a investi. Moi, je me suis installée, j'ai repris une exploitation sur la commune de Berfay à 7 km. Donc on a tout doublé en termes de surface et en termes de litrage. On était chez Sodial, à la laiterie Sodial. C'est pareil, on a fait d'autres investissements encore, surtout au niveau du bâtiment de la salle de traite, parce qu'on n'avait pas d'outils pour travailler avec un troupeau qui doublait, quoi. Donc on a construit ça en 2011. Et puis les crises du lait sont arrivées ensuite. Les crises du lait et les problèmes climatiques, les sécheresses, tout ça. Il y a eu les sécheresses et aussi les mauvaises années. On a 2012 en tête qui était très pluvieuse, qui était compliquée. L'entrée au CIVAM en 2015 qui nous a fait changer notre système. On est passé vraiment du coup en système autonome, donc en recherche d'autonomie et d'économie. Donc on a arrêté, on aime bien dire qu'on a viré les voitures blanches entre guillemets. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient payés pour nous donner des conseils qui marchaient pas, on leur a dit au revoir. Et puis du coup c'est pour ça que avec le CIVAM on s'est formé avec d'autres agriculteurs qui nous ont permis d'y voir plus clair. Financièrement, ça a bien répondu et on s'est dit en 2019, pourquoi pas continuer, quoi. Pourquoi pas aller jusqu'au bout et puis passer le cap du bio, quoi, du passage en bio, puisque de toute façon, on avait une conduite de la production animale qui était quasiment en bio. Et après, il restait plus que la partie céréalière, mais la partie céréalière, elle avait beaucoup diminué parce que comme on passait en autonomie, les surfaces en céréales étaient moindres, quoi. Comme on n'a pas un potentiel de terre qui nous permettait d'avoir de grandes ambitions au niveau des rendements, donc on a dit autant passer en bio. Donc et puis on avait aussi à cœur de changer de laiterie parce que voilà, la politique de Sodial on s'y retrouvait pas clairement. Okay. On est passé on a fait début de la conversion 15 mai 2019. Et puis on est passé chez Biolay dans la foulée, quoi. Donc maintenant on est en bio, on livre chez Biolay, on rentre en crise. On est en pleine crise du bio parce qu'on en quitte une pour en retrouver une autre. Mais je sais pas comment le dire, mais on la vit mieux dans le sens qu'on est plus en phase avec ce qu'on veut, on est plus en phase avec ce qu'on fait, Voilà, on s'entend bien avec nos collègues, on s'entend bien avec comment sont gérées les choses.
ça reste motivant, on se plaît bien, quoi. Bon, en espérant quand même que cette crise-là, elle dure quand même pas trop longtemps, parce que c'est bien mignon, la belle philosophie, mais il faut quand même qu'on puisse vivre économiquement de notre truc, quoi. Parce que les investissements sont pas finis. Et le fait de passer du conventionnel au bio, ça vous a fait changer beaucoup de choses sur la ferme? Non, c'est vraiment nous ce qui nous a fait changer beaucoup de choses, c'est vraiment le passage au système herbagé, quoi. Ça nous a fait changer beaucoup de choses. Le bio, je te dis, en production animale, il y a vraiment les antibiotiques, les mammites qu'on a traités, qu'on s'est mis à vraiment à traiter par. Moi, je fais de l'homéopathie, puis. Mais sinon, le fait justement d'avoir des animaux qui produisent beaucoup moins, qui sont moins sollicités au niveau de la santé animale, ça va beaucoup mieux. Il y a très peu de traitements à faire, donc ça n'a pas changé grand-chose. Et au niveau de la production végétale, maintenant, on a des rendements qui sont ce qu'ils sont. On sème, on regarde pousser, et puis on récolte suivant ce que l'année nous a bien voulu nous donner. Alors voilà. Après, on se forme pour essayer de faire on essaie de faire des rotations qui nous permettent d'essayer de faire mieux tous les ans, évidemment. Mais c'est passionnant parce qu'on rencontre plein de gens qui, justement, font des essais, ratent, réussissent. Et du coup, on essaie de faire pareil. Puis, c'est vraiment la météo qui nous permet qui est le juge de paix dans l'histoire. Vraiment, on voit bien cette année. Par rapport au changement, de passer en système herbagé, Ouais. sur la ferme, physiquement, ça lui a changé quelque chose? Vous avez dû réaménager, par exemple, Oui, des terrains? oui, il a fallu, c'était les investissements de départ, il a fallu faire des clôtures, mettre l'eau partout, réhabiliter des chemins qui ne servaient plus. Donc on a coupé des arbres qui avaient poussé en plein milieu pour pouvoir réhabiliter les chemins creux qu'on appelle. Mais il en reste encore à faire cette année. L'objectif, c'est justement de faire les chemins parce que les vaches marchent beaucoup et le problème, c'est qu'elles se blessent. Donc, cette année, c'est réhabilitation de chemin. Donc voilà, c'est ce qui a changé. Beaucoup plus de pâture, évidemment, au pied de chez nous. Et puis, ça nous a permis aussi de construire quand même une stabulation en 2019. Le bio, ça nous a permis ça et... Donc on a énormément gagné en confort de travail parce que nous, avant, les animaux, ils hivernaient dehors, quoi. Tout ce qui était génisse, bœufs, taris, vélage, tout ça c'était dehors et maintenant c'est en bâtiment. Et en termes de confort de travail, on revit un petit peu quand même. Typiquement, on a fait une salle de traite en 2011 avec plein de petites erreurs parce qu'on était jeunes et puis parce qu'on n'en a peut-être pas vu assez avant. C'est pas un reproche, on a fait ce qu'on a fait à l'époque. Mais là, aujourd'hui, on le paye. Donc, cette année, on a fait des aménagements pour pallier ces petits défauts-là, quoi. Comme lever un pont-levis, ça nous paraissait cool, c'était normal, c'était pas dur. Sauf que quand on le fait 10 fois par traite, c'est lourd, ça fait mal au dos. Donc, cette année, on a mis un vérin. Voilà, on a fait des petits aménagements comme ça. On essaie de bricoler des choses un peu par nous-mêmes. Étienne a fait un taxi à lait il y a 2 ans maintenant, qui est assez génial, qui nous permet de nous adapter à notre terrain, qui est vraiment spécifique, parce qu'on est vraiment une ferme qui est en pente. Voilà, donc il fallait pouvoir aller partout. Il a bricolé ça. Ça, c'est des petites choses, c'est des petites satisfactions personnelles. On a 2 enfants qui sont super heureux d'être de notre nouveau système aussi, parce qu'ils adorent aller chercher les vaches dehors, ils adorent... Donc ça, c'est pareil, ça c'est assez génial. Ça fait partie de notre fierté un petit peu, c'est ça. On verra, on a le grand qui rentre au lycée, peut-être qu'il va vouloir des choses qui brillent après, mais là pour l'instant, c'est vrai que voilà, ils aiment les choses simples, d'aller les chercher dehors, et ça fait plaisir quand même. Au moins, ça nous permet de partager des choses avec eux. Même si on n'a pas beaucoup de temps libre avec eux en dehors de la ferme, au moins on arrive à partager des moments agréables avec eux grâce à ce système-là, j'ai envie de dire. Donc voilà ce que ça a changé physiquement. Les projets dans les prochaines années, c'est aussi de planter des haies. Ça fait vraiment partie des projets qu'on a. Donc on fait les chemins cette année et l'année prochaine, on va essayer de se mettre aux haies, quoi.
Et le fait que les vaches du coup sont en pâturage, ça vous donne plus de travail ou pas à vous? L'organisation est complètement différente. Ça a été un des gros points positifs dans le passage en système herbagé, c'est que ça a vachement comment équilibré. Ouais, c'est ça, équilibrer le travail entre Étienne et moi. C'est-à-dire que Étienne, il était toute l'année, il décilait, il conduisait les tracteurs, il paillait. Toute l'année, il faisait ça. Et pendant que moi, du coup, c'est vrai que je monte pas trop sur le tracteur, en tout cas pour soigner et tout ça. Donc là, le fait d'aller les clôtures, c'est moi qui fais. Aller les chercher à la pâture, ça prend le même temps. On va dire en termes de temps de travail, ça peut prendre le même temps que les soigner en bâtiment, sauf que c'est pas la même personne qui le fait. Donc il y a eu un rééquilibrage qui s'est fait à ce niveau-là, qui a été très agréable aussi pour nous deux, quoi. À ce niveau-là, c'est vrai que c'était important, ça. Et puis tout ce qui est sur la partie après récolte, fenaison et tout ça, moi je le fais, c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup faire aussi, donc c'est pareil, ça a rééquilibré les choses, quoi. Et du coup, là, vous avez combien de bêtes en ce moment? Alors on est à une moyenne sur l'année de 75 vaches laitières à la traite, à peu près une vingtaine de bœufs par an. On essaie de faire des veaux gras, donc voilà, des petits veaux, des veaux à 5 mois qu'on essaie de vendre à 5 mois. Donc ça, c'est des veaux sous la mer, donc c'est quelque chose qui nous plaît bien aussi. On a réorganisé tout ça, voilà, on fait plus de bœufs, on utilise beaucoup nos pâtures qui sont au bord de rivières, qui peuvent servir que aux bœufs. Et du coup, sur les évolutions, le CIVAM a dû intervenir un peu pour tout ce qui est formation. Oui, voilà, tout ce qu'a... Le CIVAM nous a servi dans la formation au système herbagé dans un premier temps. Après, comme notre groupe, il a émergé pas mal d'idées de formation. Donc on a eu une formation hyper intéressante sur le parasitisme qui nous a beaucoup servi sur la ferme pour que nos génisses soient immunisées. Comment elles peuvent arriver à s'immuniser dès la première année. Donc ça, et sans utiliser de produits vétos, d'antiparasitaires. Et ça a super bien marché. Donc ça fait vraiment partie des grandes victoires qu'on a eues ici. Donc ça, on est content. On a eu les formations en homéopathie. On a eu des formations en acupuncture que j'ai faites aussi. On a une formation tous les ans, enfin je sais pas si on peut appeler ça une formation, mais où on se retrouve dans notre groupe pour faire 2 journées Tech Eco, où on met sur la table tous nos résultats technico-économiques, et ça nous fait bien évoluer quand même, parce que ça nous permet de nous comparer, toujours dans la bienveillance, et en même temps en essayant de prendre des idées à droite à gauche, et pourquoi toi t'as réussi à ça, et pourquoi moi j'ai raté ça, etc. Et c'est génial ça. Ces 2 journées-là, on l'a tous les ans, et c'est vrai que c'est important ça. Pour toi, ça t'a apporté quelque chose, le CIVAM en plus de ce que ça a apporté à la ferme, à toi ça t'a apporté quelque chose? Les rencontres et l'autonomie de décision, quoi. C'est-à-dire que on était vraiment dans un système où t'attendais qu'on te propose, et puis lui il m'a dit ça, donc je vais essayer d'appliquer ça. L'autre il m'a dit ça, je vais essayer d'appliquer ça. Et puis t'appliques ce que les autres te disent, mais tu gères rien, quoi. Ouais. T'achètes beaucoup, t'achètes par là, il t'a dit d'acheter ça, t'essaies. Et puis le résultat, le mauvais résultat, c'est toi qui le payes. Et le CIVAM, ce que ça nous a apporté, c'est ok, ça va être plus compliqué, mais c'est nous qui allons décider de ce qu'on va faire. Donc on a décidé... on va décider de mettre ça en place. On va décider d'essayer cette pâture-là, d'essayer de faire ça comme ça. Mais c'est nous qui essayons. Et ça fait du bien quand même. De se retrouver un peu maître des événements. Du coup, les bons résultats et les mauvais, c'est nous qui... c'est grâce à nous, c'est à cause de nous, mais au moins c'est nous, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres intervenants, disons, qui en donnent de l'argent pour qu'au final, il n'y ait pas de résultat derrière. Donc ça, c'était vraiment dur, en fait. Ça nous a apporté beaucoup, justement, personnellement, à tous les deux.
Du coup, j'imagine que vous travaillez quand même avec d'autres partenaires, des CUMA. Ouais, on n'a pas viré tout le monde quand même, Ok. faut pas exagérer. Non, les CUMA, on a toujours travaillé avec les CUMA, on continue évidemment de travailler avec les CUMA, ça c'est pour la partie matérielle, c'est important. On continue de travailler avec l'expert bio de Synovia, Monsieur Desarméniens, qui nous permet de faire les rotations, etc. Ok. Il voit ça avec Étienne pour... ça permet d'avoir une vision sur une année qui est quand même intéressante. Et puis il calcule les stocks, il permet aussi beaucoup de faire le calcul des stocks aussi, ça permet d'avoir une vision quand même qui est agréable parce que des fois on se plante, quoi. On pense qu'on est large ou on pense qu'on est trop juste. Souvent notre problème c'est qu'on pense qu'on est trop juste et en fait il n'y a pas de souci, on est large au niveau des stocks. Mais bon, ça permet de se rassurer. Ça permet d'avoir des calculs comme ça, des fois ça permet de se rassurer. Pour mes plans d'accouplement, je travaille avec l'OS Montbéliard. Sinon, je fais mes IA moi-même, donc... Et ça se passe bien, les IA soi-même Oui, ça j'ai commencé en 2014, donc maintenant je commence à avoir un peu de recul, ça se passe bien maintenant. Ouais, je suis contente, c'est pareil, ça fait partie des choses que j'avais besoin de faire moi-même parce que j'aime bien avoir avoir du technique, quoi, vraiment avoir des travaux pratiques, quoi. Quand tu arrives en production porcine, tu fais plein de trucs. Tu fais les IA, je faisais les IA, les prélèvements sur les verrages, je faisais les échographies, les mises bas, on faisait tout. Et tu arrives en élevage laitier, tu fais rien. C'est un mec qui vient faire les IA, c'est un mec qui vient faire les échos, c'est un mec qui vient te dire ce qu'il faut mettre dans l'auge. Enfin voilà, on est arrivé. Et donc du coup ça, j'ai dit bon non, ça c'est un acte que je pense être capable de faire. Je me suis formée. C'est beaucoup plus compliqué qu'en production porcine, mais ça se fait quand même, c'est à la portée de tout le monde et donc ça je fais ça. Pour la traite, ça se passe comment dans l'exploitation ici? On fait beaucoup de choses à deux. donc on fait la traite à deux. Alors soit moi et Étienne, maintenant on a un salarié depuis le 1er décembre, donc soit avec le salarié. Voilà, la traite c'est beaucoup à deux parce que tout seul c'est lourd, quoi. Donc on essaie de... Voilà. Après vraiment quand il y a les pointes de travail à l'extérieur, évidemment on est tout seul. Ou des fois on se relaie, des fois il y en a un qui fait le début, des fois l'autre il fait la fin, etc. Ok. Maintenant j'ai une activité à l'extérieur. Je fais du sport à l'extérieur 2 soirs par semaine. Donc c'était important pour moi de me dégager du temps à ce niveau-là. Donc bon, j'ai réussi là-dessus. 2 soirs par semaine, c'est pas moi qui fais la traite. Et puis on a aussi ici, depuis qu'on a commencé ça en début juillet, on a arrêté la traite du dimanche soir. Donc ça a permis aussi de nous soulager à ce niveau-là aussi. C'est de nous dire bon bah là hop, ça y est, c'est dimanche. La routine n'est pas comme tous les jours, elle est cassée un petit peu et ça fait du bien de se retrouver un petit peu. Et les vaches, elles se sont bien adaptées Ouais, oui. Nous, ça a été beaucoup plus compliqué. Les vaches, ouais, je pense qu'il est temps qu'elles soient dehors parce que c'est vrai que quand elles sont en bâtiment, nous, la maison, elle est à côté. Donc, dès qu'il y en a une qui gueule pour X ou Y raison, on dort pas beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, quand elles sont dehors, ça se passe quand même, elles s'adaptent quand même beaucoup mieux que quand elles sont dans le bâtiment, quoi. Mais bon, non, faut pas se plaindre, ça c'est quand même bien adapté. Ça s'adapte tout à tous les vaches, c'est ça qui est rigolo. Vous avez des objectifs sur la ferme d'ici les prochaines années Les objectifs, j'ai envie de te dire qu'ils vont être en fonction de la crise qu'on subit. Donc on va voir comment on s'en sort déjà à ce niveau-là. Il y a l'investissement là, de l'année qui va aussi nous prendre quand même pas mal là au niveau des chemins parce que ça va être un réel investissement. On a quand même 800 mètres de chemin à faire, donc Vous allez les faire lourd. comment les chemins Alors là on est dans l'Edevis, donc on a plusieurs solutions. Donc on a vu pour du calcaire, faire des chemins en calcaire, et on a vu aussi un autre intervenant qui propose ça s'appelle du Cam Access. C'est un traitement à la chaux.
mais ça reste poreux, donc on peut faire les chemins avec ça, donc ça fait un chemin un peu semblable à du béton, mais poreux, c'est pas du béton. Donc on va voir ça. Enfin tout ça, peu importe ce qu'on choisit, ça va être un lourd investissement. Et puis d'ici 2028, normalement, on va avoir la perte de la ferme que j'ai reprise moi à mon installation en 2010, qui représente à peu près 50 hectares. Donc il va y avoir une grosse encore dose d'adaptation, faire preuve d'une grosse dose d'adaptation à ce niveau-là. Donc on va voir comment on va s'en sortir, quoi. On est en train de faire des études avec la perte de ces 50 hectares et on attend que ces études-là sortent pour voir comment on va réagir, comment on peut réagir, ce qu'on peut mettre en place ou ce qu'on peut ne pas mettre en place d'ailleurs. Donc là, je t'avoue que le futur est un peu flou. Est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à un jeune agriculteur qui veut s'installer Je vais faire mon aigri, mais se méfier des voitures blanches. Je crois que c'est le premier conseil que je peux donner. Et je sais que c'est compliqué quand on est jeune, mais éviter de voir par tout ce qui brille et ce qui est grand et ce qui fait du volume et ce qui est beau, tendance, etc. Je sais que c'est très compliqué quand on est jeune parce que c'est ce qui attire. C'est le beau, le grand, le neuf, le brillant. Mais c'est aussi ce qui est dangereux, quoi. Et c'est ce qui peut faire sombrer si on ne fait pas très 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 attention aux investissements qu'il y a en face. Et faire super gaffe à tous les youtubeurs qui vendent du rêve. Et il faut faire très attention à ça parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière ces youtubeurs-là, justement. Leur vie, leurs installations, et chaque installation est hyper différente. Donc il faut vraiment rencontrer beaucoup de monde et même aller voir peut-être des fermes qui brillent pas. Ce qui est intéressant, c'est savoir comment ils s'en sortent financièrement et au niveau aussi du temps de travail, parce que il y en a qui au niveau du temps de travail ont un très bon cadre de vie et qui n'ont pas la plus grosse salle de traite, le plus gros tracteur, mais qui sont très heureux comme ça. Voilà pour un jeune, c'est d'être super prudent. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Encore merci à Camille. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Paroles d'Agri.